Voilà, c'était à vous. Très bien. Eh bien, merci. Est-ce que d'abord tout le monde m'entend? Ça, c'est la première chose. Et puis, est-ce que par ailleurs, tout le monde voit le PowerPoint que je compte partager avec vous? Alors, je vois un pouce levé, Bon. 2 pouces levés. Oh, bah alors c'est bon alors. C'est un sondage. Ça marche? Ça marche. Bon, parfait. Alors, donc effectivement, je vais essayer de respecter le timing pour avoir un temps de discussion conséquent, hein, ce qui est toujours intéressant. Effectivement, le thème sur lequel on s'est mis d'accord, finalement, c'est la question des relations entre les réussites étudiantes. J'ai mis les deux termes au pluriel pour une raison que je vais expliquer assez rapidement, et les pratiques pédagogiques, avec cette idée force de la recherche depuis maintenant une dizaine ou une vingtaine d'années, c'est que finalement, si les premiers travaux sur la réussite étudiante ont surtout porté sur des caractéristiques des étudiants, à savoir les variables d'entrée, mais aussi un certain nombre de caractéristiques de processus comme leur stratégie d'apprentissage, leur conception de l'apprentissage, etc. On a maintenant tout un corpus de recherche qui se développe, en tout cas, qui porte aussi sur les pratiques pédagogiques, avec ce message central, hein, finalement, que j'essaye de défendre de temps en temps, c'est que l'enseignement peut aussi faire la différence dans ce domaine-là. Alors, j'aurai donc, excusez-moi, deux parties à mon exposé. La première, j'évoquerai ces fameux trous noirs de la recherche, c'est-à-dire des zones assez peu investiguées. J'essaierai d'ailleurs de faire quelques hypothèses sur les raisons de ce désinvestissement. Et puis, je montrerai alors à travers un certain nombre de recherches concrètes possibles quelles sont à l'heure actuelle, je vais essayer de faire une synthèse, évidemment c'est toujours un peu présomptueux peut-être, mais enfin, des pratiques pédagogiques qui semblent contribuer à la réussite des étudiants, en tout cas en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Donc, première partie, les trous noirs de la recherche, si je puis dire. Très longtemps, la notion d'échec, hein, et en corollaire la notion des réussites, sont en fait assez curieusement restés des concepts flous qui avaient davantage parfois un caractère plus incantatoire et politique que scientifique. Hein. On avait des littératures grises assez importantes sur le fait qu'il fallait absolument lutter contre l'échec, favoriser la réussite, etc. Et on ne savait pas nécessairement de quoi on parlait exactement, à tel point d'ailleurs que on pouvait observer un certain nombre de débats contradictoires, évidemment, à partir du moment où on prenait des critères de définition de l'échec ou de la réussite qui étaient assez différents. Donc, on avait, me semble-t-il, un déficit d'une approche conceptuelle. Qu'est-ce que c'est qu'un étudiant qui est en réussite? Est-ce que c'est un étudiant qui réussit des cours, une année, un programme? Est-ce qu'un étudiant qui, à l'occasion d'une inscription dans un programme, découvre qu'il n'est pas fait pour ce programme, mais qu'au contraire, une matière qui n'avait pas été enseignée en secondaire l'attire de manière conséquente et se réoriente vers une filière de ce type-là? On peut dire que c'est une réussite d'orientation, donc ce n'est pas nécessairement d'emblée un échec. Et à partir du moment où on n'a pas de définition conceptuelle très précise, on a même alors des problèmes, déficits opérationnels quand il s'agit de comptabiliser, par exemple, les échecs ou la réussite. Je rappelle ici au passage, mes 4 dernières dias sont des dias de référence, et donc j'ai essayé dans le PowerPoint d'indiquer sur quel auteur je me basais quand j'évoquais l'un ou l'autre aspect. Et par exemple, Mathias Millet, en 2012, a fait un article intéressant qui montrait que le flou existant dans la définition même de l'échec pouvait conduire à des pourcentages fondamentalement différents. Hein. Donc, il avait pris le cas, d'une université qui s'était donc mobilisée pour mettre en place un certain nombre d'actions de lutte contre l'échec. Et l'échec pouvait être perçu de deux manières différentes, soit en comptabilisant de
d'emblée et d'office les étudiants non réinscrits par rapport aux étudiants inscrits dans une année donnée ou réinscrits mais ailleurs. À ce moment-là, on obtenait un taux de 47% d'échecs, tandis que si on faisait un autre calcul et qu'on incluait dans des parcours éventuellement que l'on pouvait considérer comme étant en réussite, comme par exemple le fait que ces étudiants étaient en attente d'une inscription dans une école, le fait que ces étudiants en avaient profité pour trouver un emploi, etc., on aboutissait à un taux d'échec de 11%. Je ne dis pas que l'un est bon et l'autre est mauvais, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire simplement qu'en fonction des critères que l'on prend, évidemment, on arrive à des chiffres assez différents. Alors, très rapidement, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si ces notions d'échec et de réussite sont floues, c'est évidemment parce qu'elles sont multidimensionnelles et qu'on ne prend pas toujours suffisamment la peine, y compris dans les recherches, de préciser de quelle dimension on parle. Alors, évidemment, ce sont les critères les plus fréquents, mais qui ne sont pas nécessairement les plus simples non plus, c'est les critères qu'on pourrait appeler de performance académique. Hein. Et là, déjà là, il y a des variations. On peut parfois prendre un critère de performance académique individuel. On vise à essayer d'expliquer, par exemple, les notes obtenues par l'étudiant ou l'ensemble de ces notes, sa moyenne, la réussite d'une année, son grade éventuellement. Mais on peut aussi faire des choses plus fines. Et je cite ici une recherche d'Alain de Crombrück. Il y a par exemple essayé de mesurer l'effet d'une sorte de classe inversée, disons, pas nécessairement sur la réussite ou l'échec, mais sur la progression de l'étudiant. C'est-à-dire à quel profil d'étudiant cette classe inversée semble profiter le plus en termes, pas de basculement vers l'un ou l'autre statut donc d'échec ou de réussite en fonction évidemment des critères académiques, mais en fonction de la note de départ mesurée par un test de prérequis. Et vous voyez qu'effectivement, bon, c'est une des données de sa recherche, ça montre bien que tous les points ici en plutôt rouge, j'espère que la couleur passe, sont des points où il y a une amélioration nette. Alors, c'est vrai pour tous les étudiants qui sont au-dessus de 12 moyenne. C'est assez intéressant aussi de voir que c'est aussi vrai pour les étudiants qui sont plutôt en situation administrative d'échec, en dessous de 8, et que par contre, vous avez un ventre mou autour de la moyenne où ça ne semble pas avoir beaucoup d'effet. C'est sans doute autre chose qui joue que la pratique pédagogique en question. Excusez-moi, décidément, j'ai des problèmes avec ma... Alors, ceci dit, on peut aussi parfois avoir des points de vue plus collectivistes, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer l'impact de telle ou telle variable sur la réussite individuelle, mais au contraire sur des indices plus collectifs, par exemple la moyenne du programme, ou certaines recherches s'intéressent par exemple aux effets de telle ou telle pratique pédagogique sur la dispersion des notes. Ça a été notamment le cas d'Éric Marchand en 2014, à nouveau qui avait étudié les effets d'une classe inversée sur plutôt le profil. C'était ça qui l'intéressait, des notes en fin de parcours. Et vous voyez que l'année de l'expérimentation, c'est-à-dire les bâtonnets en gras, on constate un déplacement général de la courbe, mais avec quelque chose qui est assez significatif quand même, c'est l'existence plus importante de très belles réussites, si je puis dire, sur une échelle de 0 à 20. Et une de ces conclusions, c'est que cette classe inversée qui supposait beaucoup d'activité de la part de l'étudiant, un investissement peut-être un peu plus massif, profitait aussi davantage aux meilleurs ou aux bons qu'aux autres. Mais nos amis québécois et canadiens, de manière plus générale, utilisent souvent d'autres types de critères qui sont plutôt des critères de diplomation. Quand l'étudiant réussit un programme, alors soit à temps, ce qui peut être un critère, soit différé. On a beaucoup travaillé, par exemple, sur la question du dépôt différé du mémoire, donc du deuxième cycle, voire du dépôt différé de la thèse au troisième cycle. Et aux États-Unis, on fait pas mal de recherches aussi, par exemple, considérant comme critère de réussite ou d'échec
d'échec l'accès à un programme ultérieur, par exemple le graduate. Bon, troisième type de critère, de temps en temps, c'est malheureusement un peu plus rare, mais on considère qu'un étudiant est en réussite s'il a appris quelque chose. Parce que finalement, jusqu'ici, ces critères de performance ou ces critères de diplomation sont des critères finalement relativement administratifs. Et il n'est pas interdit de penser, on le verra d'ailleurs dans une autre recherche de l'ISIO, que les étudiants qui réussissent n'ont pas nécessairement tous acquis beaucoup de choses. C'est un peu impertinent de dire ça, hein, enfin, en tout cas en Belgique, et que les étudiants, à contrario, en échec, ont peut-être appris un certain nombre de choses. Et donc, on peut alors se diriger vers des études qui mesurent les effets sur les acquis effectifs. Alors, aux États-Unis, il y a toutes les méta-analyses qu'on connaît bien de Pascarella et Terenzini, notamment, où ils essayent de mesurer vraiment les effets nets, comme ils appellent ça, du passage par l'enseignement supérieur, en soumettant un certain nombre d'étudiants à des tests de compétences, la plupart du temps quand même, et en comparant les résultats de ces tests à des jeunes de même âge, mais n'ayant pas profité du passage pour l'enseignement supérieur. Mais vous avez aussi beaucoup de recherches qui se centrent sur la mesure d'acquis effectifs mesurés localement. Bon, j'en présente une vraiment à tout hasard, enfin pas hasard, c'est pas à tout hasard, mais à titre d'exemple, excusez-moi. Et là, vous avez typiquement ce qu'on fait traditionnellement. Hein, on voit l'effet sur, ici, c'est un développement des croyances épistémiques par une espèce de sophistication des TP, c'est un cours de physique si mes souvenirs sont bons, et il regarde si dans le temps, on a effectivement des effets entre le groupe contrôle, qui subit, entre guillemets, les TP traditionnels, et le groupe expérimental, qui, lui, au contraire, a ce renforcement d'une réflexion en gros épistémologique. Hein. Donc, c'est est-ce que mes données sont sûres, est-ce qu'elles sont suffisamment fiables, qu'est-ce qui me permet de dire qu'elles sont fiables, etc., etc. Et vous avez manifestement un progrès d'acquis ici. Hein, et là, on pourrait parler de réussite, mais de réussite en termes de ce que les étudiants ont effectivement comment dire, accumulé comme savoir-faire ou compétences. Alors, d'autres recherches travaillent aussi sur des critères d'acquis, mais des critères d'acquis perçus. Là, à ce moment-là, on demande aux étudiants, on sollicite les étudiants pour connaître ce qu'ils estiment avoir acquis à l'issue de leurs études. Je cite les études de Postio et Salsin de l'Université libre de Bruxelles. Et puis aussi, j'évoque, et j'y reviendrai tout à l'heure, les recherches de l'ISIO sur l'impression, alors l'impression, disons non, c'est un peu trop vague, ça, la perception qu'ont les étudiants d'avoir acquis un certain nombre de compétences génériques. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. Et puis, bon, je ne vais pas continuer trop loin parce que ce n'est pas le thème central, mais on pourrait aussi être plus large encore et avoir des critères qui soient liés à des modifications du rapport aux études. Hein. Est-ce que on observe effectivement des critères d'évolution des conceptions de l'acte d'apprendre, des critères d'évolution de l'approche? Est-ce que les étudiants, par exemple, de cycle en cycle ou d'année en année, disent développer de plus en plus une approche en profondeur? Est-ce que les étudiants évoquent aussi un développement de leurs croyances épistémiques? On a des études, des recherches là-dessus, et vous voyez bien qu'à ce moment-là, on est quand même de plus en plus éloigné de la notion pratico-pratique de réussite d'une note. Hein. On se demande si, finalement, l'enseignement supérieur a su véritablement provoquer un certain nombre de modifications beaucoup plus importantes. Et là, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas toujours l'étudiant seul qui est responsable de ces changements, que parfois, évidemment, et j'en viens au cœur même de mon sujet, les pratiques pédagogiques ont un impact non négligeable, voire supérieur même aux caractéristiques des étudiants. Ici, vous avez une recherche qui est assez connue, qui est de Dahlgren, hein, qui porte sur l'évolution progressive des stratégies d'apprentissage des étudiants, soit centrées sur ce qu'on pourrait appeler en gros l'apprentissage en surface. Hein. Ici, il déclare surtout
tenter dans leur stratégie d'apprentissage de reproduire un contenu, ou au contraire d'avoir une approche plutôt en profondeur avec une production personnelle. Et ce qu'on fait ici, c'est de regarder l'évolution entre deux systèmes. Il se fait que l'université en question, pour des raisons d'ailleurs d'harmonisation européenne, comme quoi l'Europe n'est pas toujours positive dans tout, était passée d'un système pass-only, où, bon, en gros, l'étudiant avait ou n'avait pas ses crédits à la ligne, à un système beaucoup plus fin de distinction du type de réussite avec une échelle de 0 à 20. Je pense que c'est le cas chez vous et c'est le cas chez nous aussi en Belgique. Et assez curieusement, cette petite modification des conditions même de certification avait conduit à une évolution assez significative quand même. Les étudiants dans le système 0-20, disons, déclaraient 2 fois plus par rapport à la situation antérieure, recourir à un apprentissage plus centré sur la reproduction, plus centré sur un apprentissage de surface, ce qui n'a rien d'étonnant parce que finalement, pour faire la différence dans les grades ou dans les mentions, il vous faut surtout quoi? Il vous faut surtout accumuler un certain nombre de détails, de dates, de faits, en remettre une couche, comme on dit dans une célèbre expression. Et les étudiants, en percevant cette exigence-là, finalement, malheureusement, avaient plutôt tendance à avoir développé ce type d'approche-là. Que dire alors d'autres critères, comme les critères de bien-être? J'ai eu la chance de diriger une thèse de doctorat de Caroline Dozo en 2012 sur l'estime de soi des étudiants, et on s'aperçoit qu'effectivement, à certains moments, l'étudiant vit un échec comme pas trop grave parce qu'il lui a permis, par exemple en déclarant tout de go que finalement il n'avait pas vraiment travaillé, que cette orientation ne lui convenait pas, etc., parvenait à préserver son estime de lui, davantage d'ailleurs qu'un étudiant qui aurait investi massivement et qui se serait quand même retrouvé en grande difficulté. Donc voilà encore une autre dimension à la notion de réussite ou d'échec, c'est quel est l'état de bien-être de l'étudiant à l'issue de son année, par exemple. Alors, c'est assez curieusement, en préparant cette intervention, parce que je l'ai préparée, j'ai essayé de retrouver, mais ça existait dans les années 80, 90, 90, et puis après, je trouve qu'on en trouve moins, mais des critères de réussite ou d'échec qui seraient liés aux trajectoires ultérieures. Par exemple, à l'employabilité, il y avait le CEREC, chez vous, qui travaillait beaucoup sur ces questions-là. À la réussite de l'entrée dans la vie professionnelle, il y a quelques recherches, notamment de Paul et Suleiman, qui se demandent si les étudiants semblent, d'après eux aussi, disposer de tout ce qu'ils auraient eu besoin pour faire une entrée réussie dans la vie professionnelle. Il y a eu des études suisses à un moment donné aussi sur la réussite professionnelle à long terme. On apercevait que les réussites professionnelles brillantes n'étaient pas toujours le fait d'étudiants brillants et vice-versa. Et puis, on pourrait même s'interroger aussi sur des critères encore plus larges, du type efficacité professionnelle. Est-ce que les étudiants que nous formons sont bien à même de participer ou de contribuer au bien commun? C'est encore un autre critère. Et donc, par rapport à cette multidimensionnalité possible de l'échec et de la réussite, il faut bien reconnaître, comme je le disais en introduction, que très très longtemps, la responsabilité de la réussite et le poids de l'échec ont reposé sur les frêles épaules des étudiants. On ne compte plus alors les recherches qui ont cherché à savoir si, j'en ai fait moi-même, mais si le prérequis, si la maîtrise des prérequis des étudiants entrants était bien apparaissait en corrélation jusqu'à quel point avec le résultat extérieur. On a travaillé sur le capital culturel des étudiants, sur leur conception d'apprentissage, etc., etc. Ça voulait dire que dans l'idée générale, si on reprend des dichotomies célèbres et piagétiennes, on a développé toutes ces recherches-là dans une perspective plus d'assimilation en se disant que c'est finalement à l'étudiant à s'accommoder, mais dans l'autre sens, à se faire en quelque sorte au système d'enseignement supérieur réputé intangible. Et ce n'est que plus tard qu'on s'est dit, mais au fond, on pourrait aussi voir dans quelle mesure des pratiques pédagogiques pourraient évoluer pour rencontrer un certain nombre de difficultés, notamment à la transition entre le secondaire et le supérieur. Si on
excusez-moi de revenir à un ouvrage que j'ai le plaisir de coordonner, mais si dans cet ouvrage-là, on fait l'inventaire de toutes les recherches qui ont porté sur la réussite ou l'échec, vous avez une quantité astronomique de recherches qui portent, par exemple, sur l'impact de la vie rémunérée, de l'activité rémunérée de l'étudiant, la proximité géographique entre son domicile et son lieu d'études, sur son degré d'intégration sociale et académique avec des modèles de Tinto. Alors, que dire alors sur toutes les études, sur les pratiques d'études, les stratégies, etc. Ce qui ressortissait des expériences pédagogiques et des pratiques pédagogiques était quand même souvent extrêmement laissé plutôt de côté. Alors, je n'ai pas le temps ici, hein, mais on pourrait évidemment s'interroger plus avant sur les raisons de cet état de fait. Hein. Bon, alors on pourrait aller très vite. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous répondre. Ce n'est pas étonnant véritablement. Il y a, vous savez, le grand didacticien Astolfi parlait toujours de réflexe Ponce-Pilate en éducation, à savoir que en général, vous ne balayez pas vraiment devant votre porte, c'est-à-dire que vous avez plutôt tendance effectivement à rechercher les causes d'un problème en vous lavant les mains de sa responsabilité. Les enseignants sont des chercheurs aussi, sont des êtres humains comme tout le monde, ils ont des biais d'attribution causale, et notamment d'autocomplaisance. Bourdieu, dans l'Homo Academicus, avait aussi expliqué au début de son ouvrage, il y a une petite partie assez intéressante où il dit qu'il va se lancer dans une description de l'Homo Academicus, mais c'est quand même quelque chose de très pénible, c'est faire des recherches sur un monde dans lequel on est pris, comme on disait. Ça veut dire qu'on en fait quand même partie, donc on va faire une recherche sur soi, on va faire une recherche sur des collègues, ce qui est toujours une posture épistémologique un peu plus délicate. Et puis je pense qu'il y a aussi une espèce de répugnance idéologique à l'ouverture supérieure vers de nouveaux publics, où certains simplement n'étaient pas prêts à faire des gestes d'accommodation de l'enseignement supérieur. Bon, j'en cite un que je cite souvent à tout hasard, mais c'était assez fréquent d'avoir ce genre de discours-là. Hein, le réformateur refuse d'admettre que cet échec est dû à des lacunes profondes chez les étudiants, hérités du primaire et du secondaire. Là, vous trouvez des traces de ce que j'ai appelé le réflexe Ponce-Pilate. Hein, c'est pas moi, c'est ma sœur. Les échecs du supérieur ne sont pas dus au supérieur, mais au secondaire. Tout enseignant du supérieur sait parfaitement que les universités ont dû accueillir des masses d'étudiants, ça fait un peu les barbares qui envahissent les universités, incapables de suivre un cours élémentaire et de rédiger un texte simple et de le comprendre. Et pourtant, et ça c'est l'apport des recherches plus récentes, en réalité, quand on prend pratiquement chaque facteur, je dirais qu'il peut être retourné comme un gant en interrogation sur les pratiques pédagogiques. Juste pour rire, alors ça c'est une réflexion, je vous assure qu'elle est authentique, que je l'ai eue. Hein. Donc quand on dit que, par exemple, c'est un discours assez convenu, hein, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ce que nous aurions dû être, m'avait dit un jour dans une espèce de lapsus linguistique tout à fait révélateur un collègue, et quand on lui demandait d'être un peu plus précis, il disait par exemple ils sont totalement incapables de s'intéresser à des cours ennuyeux. Alors c'est tout à fait possible qu'ils ont une tolérance à l'ennui qui soit légèrement différente, mais vous voyez bien ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même retourner un petit peu cet argument en se demandant aussi s'il n'est pas possible aussi le caractère attrayant, alors encore faut-il le définir, mais par exemple on sait que le lien entre les enseignements et les grandes questions du temps présent contribue à rendre un cours moins ennuyeux aux yeux des jeunes actuels, et partant de ce fait-là, peut-être qu'on travaille aussi sur leur capacité de s'y investir véritablement. Alors, au-delà de la boutade, ce sont des choses donc, qui ont été montrées, qui ont été illustrées par un certain nombre de recherches. Hein. Je vous prends ici celle de Lizio, qui est assez vieille maintenant, mais enfin voilà. Donc, ils ont travaillé sur l'ensemble d'un établissement assez important, hein, plus de 60 000 étudiants, avec des questionnaires, avec des variations évidemment de taux de réussite par programme et puis des résultats par programme des étudiants. Et ils cherchaient à expliquer un certain nombre de choses. Ici, vous avez notamment une idée du niveau académique tout à fait par la moyenne de l'étudiant, hein, la satisfaction rapportée par rapport au programme, mais aussi le sentiment auto-rapporté qu'ils avaient développé un certain nombre de skills généraux, génériques. Donc, c'est un indicateur d'acquis qui est quand même assez important. En termes
de facteurs explicatifs. Il trouve, ce n'est pas étonnant véritablement que les étudiants qui rapportent avoir appris des choses déclarent par ailleurs avoir développé une approche en profondeur. Donc, il analyse en piste causale ici. Donc, il y a un lien significatif entre la déclaration d'une approche en profondeur et le sentiment d'avoir développé un certain nombre de compétences génériques. Alors, au passage d'ailleurs, mais juste au passage, j'y reviendrai, vous voyez que assez curieusement, le développement de cette approche en profondeur n'est quant à lui que très très peu lié à la moyenne académique de l'étudiant. Ça, c'est très interpellant. Ça voudrait dire quelque part que pour réussir, il ne faut pas nécessairement que l'étudiant développe une approche en profondeur. Par contre, s'il veut vraiment apprendre quelque chose, il vaudrait mieux que oui. Et donc, ça veut dire aussi que le fait d'avoir appris n'est pas non plus corrélé définitivement avec le fait de réussir. Ce qui revient alors à ce que je disais tout à l'heure, à savoir le côté multidimensionnel de l'échec. Mais ce qui étonne Lizio et ses collaborateurs, c'est que les coefficients de régression partielle sont les plus élevés pour des choses auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement. Mais par exemple, la qualité de l'enseignement, alors là, ça s'est mesuré selon les critères habituels, hein, dynamisme, enthousiasme, clarté, accessibilité de l'enseignant, etc., est lui-même un facteur favorisant l'apprentissage en profondeur. Donc, vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est que chaque facteur peut être retourné comme un gant en se disant, d'accord, c'est comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un facteur préalable lié aux pratiques pédagogiques qui pourrait aussi être mis en relation avec le résultat qu'on observe. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a un lien direct encore plus fort d'ailleurs entre la qualité de l'enseignement et le sentiment auto-rapporté, encore une fois, de développement de compétences génériques. Alors, peut-être dernier élément de ma première partie, c'est que même les facteurs apparemment très externes, hein, dont on pourrait se dire a priori, oui, mais enfin là vraiment nous n'y sommes pour rien, peuvent aussi faire l'objet d'interrogations. Alors par exemple, on sait que un des effets du capital culturel dans l'enseignement supérieur, ça a été montré par Soria notamment, c'est la plus faible capacité des étudiants en capital culturel moindre d'interagir en situation même de classe dans l'enseignement supérieur. Mais ça, en réalité, on a montré que c'est fortement lié quand même au type de gestion des questions. Comment est-ce que vous posez des questions? Quels étudiants vous faites interagir? Vous pouvez très bien aussi faire des mini-groupes d'étudiants qui répondent ensemble au nom du groupe. Enfin, il y a quantité de gestion différencier des questions qui pourraient jouer sur ce facteur-là. Et idem pour les prérequis. C'est sûr que les prérequis jouent un rôle. J'ai moi-même mené des recherches pas mal dans le domaine, mais on peut aussi développer des activités de renforcement des prérequis en début de première année, comme je l'évoquerai tout à l'heure. Alors, passons maintenant rapidement à la partie 2. Quelles sont les pratiques pédagogiques dont les recherches nous disent qu'elles sont quand même de nature à contribuer à la réussite ou à l'échec des étudiants? Alors, assez clairement, la question de l'articulation des prérequis et des préacquis, excusez-moi, et des prérequis a été relativement bien étudiée là-dessus. Et ça, c'est vrai qu'un certain nombre de recherches montrent que plutôt que de se lamenter sur le niveau qui baisse, eh bien, on a intérêt à identifier relativement précisément les prérequis de chacun des programmes. Leurs prérequis, je pense qu'en France, vous parlez d'attendu maintenant, hein, et ça peut être assez précis, hein, mais c'est simplement ce que les enseignants d'une première année d'un programme donné considèrent comme à la fois, d'une part, essentiel pour rentrer avec profit dans leurs enseignements, mais aussi comme devant être acquis préalablement. Ils disent, c'est plus mon job, moi, de réinstaller ou de revoir telle ou telle matière. Ça, c'est vraiment des prérequis. Et je pense que chaque niveau d'enseignement a évidemment des prérequis. En master, on va considérer qu'un certain nombre de choses ont été acquises au premier cycle, le doctorat au deuxième, etc., etc. Toute la question pédagogique est de savoir si ces prérequis sont articulés, s'ils sont cohérents par rapport aux préacquis effectifs.
hein, parce que c'est bien beau de dire qu'ils devraient savoir que, mais est-ce qu'ils le savent vraiment? C'est ça la question. Et donc, on peut montrer que sous certaines conditions, ce processus-là d'identification de mesures et puis de renforcement peut aboutir à effectivement favoriser, contribuer à la réussite. Et vous voyez ce que je veux dire, hein, j'espère que ça devient de plus en plus clair. Ça veut dire que même quelque chose qui a priori peut être considéré comme étant du côté de l'étudiant, parce que c'est tout ce qu'il a accumulé, si je puis dire, dans sa formation antérieure, peut aussi être d'un autre point de vue considéré comme un élément du dispositif pédagogique auquel on peut porter une certaine attention. Alors, je ne vais pas faire de publicité pour mes propres projets, ce serait quand même manquer un peu de modestie et de délicatesse, mais ça fait maintenant 12 à 15 ans même qu'on mène en première année donc, du premier cycle un projet qui s'appelle Passeport pour le bac. Le bac, chez nous, c'est le bachelor, hein, donc c'est la première année universitaire, et qui consiste effectivement à avoir trois actions, hein, l'identification des prérequis, la mesure de leur maîtrise, là on est en train de le faire là, dès la rentrée, on rentre le 15 chez nous, le 15, 16, 17, on a déjà des mesures, et puis surtout, bien sûr, on a une information en retour vers les étudiants, en leur disant, écoutez, là, les petits amis, vous avez X prérequis qui sont importants pour votre programme qui ne sont pas maîtrisés, mais j'y crois beaucoup aussi, une information en retour sur les enseignants, hein, surtout dans le cas où, par exemple, un prérequis majeur, pour une raison ou pour une autre, et pour le moment, on a beaucoup d'interrogations sur les effets de la Covid, semble ne pas être maîtrisé de manière majoritaire. Là, il y a vraiment un problème, on va à la catastrophe, et donc, il faut faire quelque chose. Voilà, dans les PowerPoint, vous verrez comment le projet fonctionne, quel feedback les étudiants reçoivent. Ici, c'est le feedback hein, sur un test de compréhension en profondeur d'un texte universitaire avec un résultat, hein, partiellement acquis, non acquis, etc. Et surtout, c'est ça qui est intéressant, ici, pour chaque programme, en cliquant sur ici, vous avez l'étudiant à sa disposition un certain nombre d'activités de renforcement qui peuvent être parfois des exercices sur un site, parfois des TP supplémentaires pour revoir telle ou telle notion, etc. etc. Bon. Et on a pu montrer pour deux groupes d'étudiants qu'on a pairés, c'est-à-dire qui avaient les mêmes résultats au test d'entrée, que le groupe avec renforcement des prérequis augmente quand même sa moyenne. Alors évidemment, ici, c'est un test, c'est un examen de physique qui reste chez nous toujours un peu problématique. Donc la moyenne reste quand même très, très basse, mais enfin, ils augmentent sérieusement à cause de grâce à cette activité de renforcement des prérequis. Alors, deuxième pratique pédagogique qui est assez connue aussi en termes de contribution à la réussite, c'est tout ce qui concerne l'explicitation des contrats didactiques. On sait depuis Bourdieu et Passeron déjà que une des difficultés de l'enseignement supérieur, c'est qu'il y a un certain nombre d'allants de soi. Pour la maîtrise d'un certain nombre d'allants de soi, le capital culturel est loin d'être négligeable. Donc, toutes les activités qui consistent à expliciter au maximum ces allants de soi et ce qu'il y a derrière les mots, quand les mots, justement, posent problème à un certain nombre d'étudiants, contribuent évidemment à clarifier les choses. Hein. Dans une recherche anglaise, ils avaient pris l'exemple d'un étudiant qui se disait complètement perdu parce que la même semaine, il avait reçu 2 commentaires, qui lui paraissaient à lui en tout cas contradictoires, même s'ils peuvent s'expliquer. Il avait reçu un beau 8 sur 20 en histoire en disant identifiez à l'avenir les noms, les lieux, les dates, les événements, faites comme si je ne connaissais rien de ce dont vous parlez, ce qui est une posture. C'est une posture possible de l'évaluateur qui consiste à dire, en fait, vous devez me prouver votre maîtrise et donc moi, vraiment, vous devez me considérer comme un imbécile de première catégorie. Mais par contre, en anglais, il avait reçu la même note, mais avec une explication relativement différente. Ne me racontez pas ce qui s'est passé, j'ai lu le livre avant vous. Et donc là, l'étudiant est tout à fait perdu par déficit d'explicitation des contrats didactiques qui manifestement sont différents pour ces 2 enseignants-là. Bon, ça, c'était le côté anecdotique, mais ça a été montré notamment par Williams, hein, qui a montré qu'à la fin même d'une année académique, les étudiants n'avaient pas toujours la bonne compréhension des termes qui introduisaient les questions d'examen. Donc, il a travaillé sur les verbes opérateurs, si je puis
dire, qui introduisent les questions d'examen en finale, hein, définit, discute, prédit, explique, etc., etc. Et il a été voir si les étudiants, encore une fois, en fin de cours, mettent bien derrière ces mots-là ce que l'enseignant y avait mis quand il a rédigé la question. Et on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, et ces cas deviennent majoritaires à partir d'ici, hein, les étudiants ont une compréhension du terme qui est beaucoup trop générale, beaucoup trop de sens commun. Hein, c'est notamment le cas pour Explique, par exemple, où l'étudiant dit il faut essayer de raconter, il faut essayer de montrer, etc. Alors que l'enseignant, ici dans un cours de chimie, a un sens beaucoup plus précis d'Explique, qui est vraiment donne les causes, identifie les causes, explique-moi pourquoi ce phénomène se passe comme ça. Il ne suffit donc pas de me décrire comment le phénomène se passe. Bon, alors là, on a quantité de pratiques pédagogiques et avec des recherches derrière qui essayent de mesurer si c'est efficace ou pas efficace, hein, sur, par exemple, les plans de cours, la distribution, les commentaires, l'appropriation des plans de cours, sur l'appropriation progressive, des critères d'évaluation. Je vois que je suis un peu en retard, donc je vais aller assez vite. Mais par exemple, ici, cette équipe de recherche anglaise, un RUST, a travaillé sur un dispositif relativement simple. Ce sont des travaux dans ce cas-ci. Donc, l'évaluation du cours se réalisait par un travail que l'étudiant devait remettre. Et bien, tout simplement, préalablement à la remise définitive du travail, ils font une petite séance on va appeler ça d'évaluation formative, si on le voulait, c'est-à-dire qu'ils demandent à chaque étudiant d'évaluer d'abord de manière individuelle 2 travaux des années antérieures. Ils prennent évidemment à ce moment-là des travaux relativement contrastés, hein, et les étudiants doivent attribuer des points de 0 à 20, un grade, mention, et éventuellement faire quelques feedbacks à l'étudiant en question. Puis, ils font un séminaire de groupe, donc un petit groupe d'abord, je pense que c'est 4-5 étudiants, ils comparent, ils discutent leurs corrections, ils recherchent un consensus. Là, c'est pour que les étudiants s'échangent entre eux la compréhension qu'ils ont des critères de l'enseignant. Ils présentent ensuite ça au grand groupe, l'enseignant corrige, hein, éventuellement il remet en perspective un certain nombre de critères. Donc quand il dit non, il faut qu'il y ait une présence de références bibliographiques, ce n'est pas nécessairement de pro, ou bien ce sont des références bibliographiques, mais que vous utilisez absolument dans le corps de texte. Enfin bref, il explique ces critères. Les petits groupes reviennent préexaminer l'évaluation sur lesquelles ils avaient travaillé, et puis ils remettent finalement leur travail individuel accompagné d'une fiche d'auto-évaluation identique. Et donc, cette recherche en 2003 a montré qu'ils avaient fait un gain de 10 à 15% de réussite grâce à ce dispositif-là. Troisième critère, là, on commence à avoir beaucoup de recherches. Alors, elles ne sont pas toujours, c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est pas, on reviendrait tout à l'heure, il faut analyser ça de manière fine. C'est pas globalement, les méthodes actives sont plus efficaces, c'est plus compliqué que ça. Mais ce qu'on sait au moins, en tout cas, c'est qu'elles jouent positivement sur la motivation et l'engagement de l'étudiant. Je citais tout à l'heure la recherche de mon collègue Marchand, là, hein, qui a montré que vraiment, il y a un déplacement de la courbe vers les bonnes notes. Et quand on fait une analyse qualitative, c'est que les étudiants disent, en fait, on voit, c'était un cours de physiologie respiratoire en médecine, et ils disent, on voit à quoi ça sert parce qu'on traite des cas cliniques en situation même de cours, alors qu'on a appris grâce à des capsules. Donc, c'est bien ça qui pointe. Et puis, vous avez même des méta-analyses. Hein. Une des plus connues, c'est la méta-analyse de Freeman, qui concerne l'enseignement supérieur, mais uniquement en ce qui concerne les filières scientifiques, et qui montre que, toutes choses étant égales par ailleurs, il semble que le recours à des méthodes actives favorise davantage la réussite des étudiants. Donc ça, c'est Marchand, et ça, c'est la conclusion de notre ami Freeman. On pourra y revenir tout à l'heure. Alors, même si, ça j'insiste parce que je trouve que c'est peut-être ce qui est le plus intéressant dans la recherche, évidemment, les effets des méthodes actives n'ont rien d'automatique. Donc, il faut repérer, c'est ça d'un point de vue pédagogique aussi qui est le plus intéressant, c'est repérer quand et à quelles conditions, dans quel contexte
ces méthodes actives peuvent être utiles. Et par exemple, on a parfois des effets inverses, ou en tout cas, disons, des effets non désirés, comme par exemple le fait que dans les classes inversées, le recours à des capsules vidéo peut assez bizarrement provoquer une baisse d'attention des étudiants, les étudiants disant qu'ils sont plus attentifs, et ça correspond plus à leurs normes traditionnelles de travail, de suivre un cours en présentiel avec prise de notes, et qu'au contraire, face à des capsules vidéo, ils retrouvent leur mode de consommation traditionnel, je dirais, d'une vidéo. C'est comme s'ils regardaient une série sans, par exemple, s'investir véritablement, par exemple, sans prendre des notes, sans résumer ce qui est en train de se dire. Et par ailleurs, ces effets sont différenciés, c'est-à-dire qu'on a des effets qui ne sont pas toujours ceux qui sont attendus auprès de tous les étudiants. Et vous avez notamment une recherche, je n'ai pas le temps non plus, mais sur ce qu'ils ont appelé un peu curieusement les étudiants surface répondants, c'est-à-dire qu'on mettait en place un dispositif pédagogique. En l'occurrence, ici, c'est plutôt des méthodes actives avec un portfolio, etc., etc. Et ils s'aperçoivent que, certes, ça favorise plutôt une approche en profondeur chez la majorité des étudiants, mais ça peut aussi, à certains endroits, avoir comme impact que certains de ces étudiants y répondent par une approche en surface davantage marquée. Et quand on cherche un peu à comprendre pourquoi, c'est parce que souvent, pas toujours, mais ça dépend un peu de la conception que l'étudiant a de l'apprentissage, ça dépend un peu aussi de ses préférences, et il y en a par exemple qui répugnent pour des raisons diverses et variées à apprendre en groupe, ça existe, ou qui ne se sentent pas suffisamment matures que pour apprendre à partir, enfin pour apprendre d'eux-mêmes en autonomie et ou à partir de pairs et qui préfèrent très nettement apprendre à partir d'un maître, ce qui touche d'ailleurs un peu à leurs croyances épistémiques. Alors, quatrième pratique pédagogique dont on est pratiquement sûr qu'elle favorise la réussite, c'est évidemment la question du feedback. Hein, ça, c'est clair que, bon, ben, on sait à tous les niveaux scolaires que c'est un facteur clé de tout apprentissage. Ça a été montré d'ailleurs aussi dans l'enseignement supérieur. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a eu des études sur l'effet d'un feedback qui n'était pas en général vraiment l'apanage des enseignements supérieurs jusqu'il y a peu. Mais ici aussi, il n'y a pas d'effet automatique. Et donc, les recherches les plus passionnantes, à mon sens, ce sont celles qui essayent de caractériser les feedbacks efficaces, à la fois en termes de sources. Caroline Dozo a un peu travaillé là-dessus aussi dans son doctorat. Par exemple, un feedback de pair, ce n'est pas vraiment considéré par un étudiant comme extrêmement crédible. Donc, il vaut mieux que ce soit un feedback institutionnel. Le mode de transmission, hein, feedback oral, écrit, par Internet, etc. La nature aussi, hein, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit juste ça va pas? Est-ce que c'est une note? Est-ce que c'est une appréciation? Et puis, ça dépend quand même aussi de la capacité de l'étudiant à réceptionner ces feedbacks, hein, y compris, et j'ai plusieurs recherches qui portent là-dessus pour le moment, sur la capacité qu'ils ont à réguler leurs émotions face à un feedback. On peut avoir des étudiants qui ignorent presque sciemment, si je puis dire, un feedback parce qu'ils redoutent ou ils craignent les émotions négatives que ce feedback provoquerait. Cinquième, et je termine, hein, donc on a commencé un peu en retard, hein, donc je suis encore plus ou moins dans les temps. Cinquième axe, c'est évidemment tout ce qui concerne l'accompagnement de l'apprentissage et l'accompagnement au développement du métier d'étudiant. Et là, on sait ça, que évidemment tout ce qui a trait au fait d'intégrer, d'initier, de sensibiliser les étudiants aux compétences méthodologiques et en particulier à la métacognition, c'est-à-dire à la prise de recul qu'ils peuvent avoir sur leur stratégie et mode d'apprentissage, contribue quand même plutôt aussi à la réussite. En termes de conditions, on sait que aussi ce sera d'autant plus efficace que c'est véritablement réalisé, organisé et assuré au plus près des enseignements disciplinaires. Je ne pense pas qu'il faille une métacognition généraliste, sur rien du tout. Il faut une métacognition qui porte sur des objets précis, et si possible d'ailleurs sur
sur l'enseignement disciplinaire lui-même. Je n'ai vraiment pas le temps, mais par exemple, nos deux amis ici, Belsky et Belsky, ont fait une analyse qui porte sur l'effet de petits moments de métacognition, simplement donc où l'étudiant doit faire une réflexion personnelle systématique, donc il laisse du temps aussi aux étudiants après une tâche, avant une tâche, excusez-moi d'abord, hein, à votre avis, cette tâche-là ou cet exercice-là, est-ce qu'il est difficile et pourquoi il doit le juger sur une échelle de difficulté et pourquoi est-ce que vous jugez qu'il n'est pas moins difficile? Et après la tâche, une fois qu'ils l'ont réalisée, de nouveau, on les interroge sur la difficulté de l'exercice et pourquoi est-ce que vous avez estimé maintenant qu'il n'est pas plus difficile et pourquoi est-ce que il y a éventuellement un écart entre... Et donc, ça les force en fait à essayer de comprendre en quoi la cognition qui leur était proposée représentait pour eux soit davantage de difficultés que ce qu'ils pensaient, soit moins. Ça voulait dire qu'ils avaient des représentations, des attentes par rapport à cette tâche-là relativement différentes. Oups. Et enfin, je termine par là, vraiment. Je pense qu'il y a tout aussi une réflexion à avoir sur la refonte, les modalités même d'évaluation des acquis. Et là, on sait aussi que c'est un ensemble de pratiques pédagogiques extrêmement diverses, mais qui peuvent positivement contribuer à la réussite. Par exemple, Lizio l'avait déjà montré, en montrant que quand les étudiants ont un contrat didactique qui est assez clarifié, ils savent exactement ce qui est entendu, ce qui va être mesuré par l'évaluation des acquis, comment ça va être mesuré. Quand en plus la maîtrise de ce corps-là n'exige qu'une charge de travail importante mais raisonnable, on sait qu'ils vont avoir plutôt tendance quand même à investir dans une approche en profondeur et donc, selon le schéma que j'ai évoqué tout à l'heure, avoir un certain nombre d'acquis effectifs, si on prend ce critère-là, relativement important. Malheureusement, on sait aussi à l'inverse que quand le contrat est bâclé, quand la charge de travail est tout à fait déraisonnable, ils vont se retourner plutôt vers une approche en surface. Donc, toute la question est de savoir quelles sont les modalités qui récompensent l'approche en profondeur. Donc, un article un peu plus récent d'Ed Wiesel qui a travaillé là-dessus depuis 30-40 ans au moins, tout ce qui est, par exemple, les techniques de livre ouvert, les techniques de portfolio, etc. Mais ça nécessite, et j'en terminerai par là, de bousculer les us et coutumes des examens. Comme c'est d'ailleurs amusant, cette histoire-là, ça avait été préconisé dans le rapport de Montullet là, pour une société apprenante, de faire tous les examens avec usage permis à tout l'ensemble des ressources, ce qui avait été plutôt fraîchement accueilli par la communauté de l'enseignement supérieur. Et je m'aperçois que cette fois-ci, pour le coup, grâce au Covid, beaucoup de collègues sont en train de réviser leur procédure d'évaluation dans ce sens-là, en se rendant compte qu'évidemment, c'était un peu illusoire d'imaginer couper l'Internet pour des étudiants qui étaient en situation d'examen à domicile. C'était vraiment plus qu'impossible. Voilà, je suis un peu désolé, j'ai pris 5 minutes de plus, mais j'aime bien ce vieux proverbe chinois. Ce n'est pas un proverbe chinois, vous avez bien compris, ce n'est pas un proverbe belge non plus, mais je n'ai pas retrouvé la personne qui est l'auteur de cette citation, mais je trouve ça assez joli. C'est que les recherches, pour le moment, vont dans la direction que, en somme et en définitive, nous avons quand même en partie les étudiants que nous méritons par nos dispositifs pédagogiques. Voilà, toutes les recherches que j'ai évoquées ici, elles sont précisées dans les 3 dias, les 3 dernières dias du PowerPoint. Et je suis maintenant particulièrement intéressé de passer à la discussion.